Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau moment de lecture dédié au fantastique et à la science-fiction. J'aimerais vous présenter un auteur américain dont la plume m'a particulièrement touché, William Browning Spencer. Passé maître dans l'art de l'étrange, Spencer excelle à tisser une horreur subtile, presque intime, teintée d'humour surréaliste. Sa nouvelle Usurpation, extraite de l'anthologie Les Chroniques de Cthulhu, dirigée par Esti Joshi, explore le thème de la dépossession de soi, du glissement insidieux dans une réalité fissurée où notre propre identité nous échappe. Ceux qui ont eu la chance de lire son roman « Résumé with Monsters », publié en 1995 et malheureusement encore inédit en langue française, y retrouveront son style unique. Tout comme dans ce roman magistral, Spencer utilise le prisme Lovecraftien, non pas pour faire du spectaculaire, mais pour disséquer l'aliénation de l'individu face à des forces invisibles qui le dépassent. Une œuvre profondément psychologique qui interroge la fragilité de notre esprit, une plongée dans les failles de la conscience. Bonne écoute. Une nouvelle de William Browning Spencer, Usurpation. Ils revenaient en voiture d'El Paso, où ils avaient rendu visite aux parents de Meta, lorsque Brad vit un chatoiement sur la route, un mirage chaud, ou peut-être quelque aberration interne, ces amibes ondulantes d'argent, signe avant-coureur d'une de ces abominables migraines. Meta avait insisté pour qu'il coupe l'aération et baisse les vitres. « J'aime l'air du désert », avait-elle dit en inhalant de façon théâtrale. « Rien de tel que l'odeur des émanations de diesel au crépuscule », avait répondu Brad. Sauf qu'il n'avait pas répondu. Il avait 36 ans et avait passé près de la moitié de sa vie mariée. Il aimait sa femme, aimait son enthousiasme pour ce monde imparfait et savait qu'il n'aurait aucun mal, sans même y penser, à faire retomber sa bonne humeur avec son cynisme instinctif. Par ailleurs, il ne croisait plus de camions. Leur puanteur avait disparu avec eux. La deux voies qu'il suivait désormais étaient désertes. Il n'avait pas vu un seul véhicule depuis qu'ils avaient quitté la route qui les aurait ramenés plus directement dans l'Est. Convaincu que le nuage était une illusion, un tour de la nature ou de son propre esprit, il cessa de le voir. Tel est le pouvoir de la raison. Tout à coup, sans prévenir, les guêpes envahirent l'habitacle. C'était incroyable, mais malgré la panique et la confusion, il sut immédiatement à quoi il avait affaire. En vit une, infecte, d'un noir rougeâtre, se cambrer et plonger son dard dans son avant-bras nu. Cliché mental révoltant, indélébile. Le bourdonnement des ailes, les gifles du vent sur ses oreilles, les heurts des corps, une guêpe qui lui marchait sur le cou, une autre qui allumait une vive douleur sur sa joue, et Meta qui hurlait, lui-même émettait un « ah » de dégoût, pendant qu'il tournait violemment le volant et que la Ford Ranger faisait un bond, surprise par la précipitation de son conducteur et se tordait, secouée par une série d'explosions, le ciel et la terre culbutant dans une lutte disgracieuse. Il ouvrit les yeux et vit 100 000 étoiles l'observer. Il était allongé sur le dos, incapable de se forcer à reprendre pleinement conscience, rétif à ce qu'il risquait de découvrir. Il avait du mal à respirer. L'air était plein de lames de rasoir. Il roula doucement sur le côté, doucement. Sous la lune mesquite, cactus et genévriers rebelles projetaient leurs ombres torturées sur une étendue plate qui s'étirait vers des montagnes dans le lointain. Il se redressa sur ses coudes. Une douleur, véritable coup de couteau, lui coupa le souffle. Il se figea en attente, tel le cerf s'immobilisant lorsqu'il entend un prédateur. Il glissa la main droite sous son t-shirt et trouva la source de la douleur en question, une source qu'il eût préférée moins grave. Chair, sanguinolente, déchiquetée.
en saillie, l'extrémité ébréchée d'une côte. Il se leva. Il aurait pu se réjouir de ne pas avoir de blessure plus grave, d'avoir miraculeusement survécu à l'accident, mais souffrait à un point inimaginable. La douleur était excessive, absolue. Meta aurait dit que... Meta! Mais alors qu'il vit la Ranger couchée sur le flanc, portière passager arrachée, pare-brise arraché, une écume brillante d'éclats de verre devant le capot soulevé comme une flaque de vomi. « Meta !» s'écria-t-il. « Meta !» Il s'approcha du véhicule en boitant. Il avait aussi un problème au genou gauche, comme s'il avait eu un ballon gonflable plein d'eau à la place de la rotule. Elle n'était pas dans la Ranger, n'était pas non plus en dessous. La lumière de la lune colorée tout en gris pâle argenté révélait des détails dans chaque ombre, un monde hallucinatoire, trop précisément peint pour être réel. D'un pas lent, Brad décrivait des cercles de plus en plus larges en appelant sa femme. Enfin, il se tourna vers la route et se dirigea vers un gros chêne vivant, un arbre solitaire, massif, aux 1000 branches noueuses, festonnées de petites feuilles scintillantes. L'arbre, remarqua-t-il, avait revendiqué la possession de la portière passager, qui gisait, tel le bouclier d'un guerrier tombé au combat, près de son tronc, entaillé. « Voilà !» pensa Brad. « C'est ici qu'elle a été éjectée. » Peut-être allait-il retrouver son corps derrière ce tronc épais, caché dans une descente invisible qu'il ne couvrirait qu'une fois arrivé tout au bord. Mais non, il n'y avait rien, aucun creux propre à dissimuler le corps de sa femme. Et après être remonté sur la route, avoir regardé dans les deux sens de la chaussée, après avoir traversé pour scruter de l'autre côté la plaine tout aussi morne, sans trouver la moindre trace de Meta, il accepta ce qu'il savait déjà. Elle n'était pas là. Ils étaient connectés l'un à l'autre plus que jamais depuis qu'elle était tombée malade. Brad avait toujours eu cette boussole psychique, cette capacité inexplicable, mais indéniable, à savoir à quel endroit du monde se trouvait son épouse. Dans leur maison d'Austin, il savait toujours dans quelle pièce elle était. Si elle rendait visite à une voisine, il le savait aussi, et savait même de quelle voisine il s'agissait. Quand la voiture de Meta n'était pas là, il savait où elle était partie, que ce soit à la bibliothèque, chez l'épicier, au foyer pour jeunes de Town Lake ou autre. Un jour, alors qu'ils avaient 9 ans, Meta avait disparu. Il faisait nuit, elle n'était pas rentrée chez elle. Les gens du voisinage étaient partis à sa recherche. Brad aussi, mais de son côté. Sous la lumière vive de la lune estivale, il était passé en courant devant l'école, devant la crique où il chassait grenouilles et écrevisses, puis devant le champ du vieil Alder. Il avait retrouvé Meta dans la grange abandonnée, allongée près d'une brouette complètement rouillée, une jambe bizarrement pliée sous elle. Il se sentit submergé par le soulagement en voyant qu'elle était en vie et en comprenant avec horreur qu'il aurait pu la perdre pour toujours, que le monde était une machine monstrueuse et que quiconque se plaçait sur sa route s'exposait à une souffrance mortelle. Sourcils froncés, elle avait regardé de ses yeux bleus à l'ombre de ses cheveux roux, emmêlés, et avait dit « Tu avais raison pour la corde. » Sur ce, ils avaient considéré le pneu couché sur la terre, ce pneu qui, encore récemment, avait constitué le siège d'une balançoire. « Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire un truc aussi débile ?» avait-il hurlé. Sans bruit, elle avait fondu en larmes, bouche entr'ouverte, lèvres inférieures tremblantes. « Quel idiot je fais !» avait-il pensé en la voyant ainsi. Et il avait compris qu'il l'épouserait un jour, ne serait-ce que pour la garder à l'œil, la protéger du mal qui était partout dans le monde, mais aussi de son propre amour, cet être à moitié fou de désespoir qui se cachait dans son cœur. Alors qu'ils étaient toujours au milieu de la route, il se rappela qu'il avait un téléphone portable. Après l'avoir extirpé de sa poche et l'avoir allumé, il se souvint qu'il n'y avait nulle raison de s'en réjouir. Pas de réseau, pas de secours.
Il se détourna de la chaussée déserte et étudia les montagnes. Elles étaient noires et violettes et lui paraissaient plus proches. Se pouvait-il qu'elle ait marché jusque là-bas? Et dans quel but l'aurait-elle fait? Ils avaient forcément plus de chances d'être secourus en restant sur la route. Il pensa à Meta, l'évoqua en prenant soin de visualiser ses yeux bleus, ses cheveux roux frisés, ses pommettes hautes, constellées de taches de rousseur, dernier souvenir tenace de son enfance de garçon manqué. D'ordinaire, penser à Meta le calmait, effaçait le stress d'une mauvaise journée au bureau, un client mécontent, le chien noir de la dépression, de la peur. Mais cette fois, Meta avait disparu. Son image, loin de le consoler, ne fit qu'exacerber ses craintes. Le visage de sa femme chatoya, s'estompa, puis disparut. Et il s'aperçut que les montagnes brillaient, qu'il émanait d'elles une lumière pulsante, une lueur violette et marbrée qui l'emplit d'inexplicables sentiments de dégoût, de panique, de désespoir. Sentant sa conscience se retirer comme la mer à marée basse, il s'abandonna à l'oubli, remède contre l'horreur qui l'assaillait. Il se réveilla dans une pièce blanche, éclairée par une lumière blanche. Il était calé dans un lit d'hôpital, la jambe gauche recouverte d'un plâtre perfectionné et savamment suspendue à un échafaudage en acier inoxydable. Un boulon ridiculement grand dépassait du plâtre à la hauteur du genou, comme dans quelque tour de magie élaboré. Il s'aperçut qu'il lui était difficile de respirer, difficile mais, jugea-t-il, pas impossible. Inutile de paniquer, et en regardant sa poitrine, il vit une sorte de Chatterton, des maîtres et des maîtres de Chatterton maintenant des bandes de gaz chirurgical et de coton autour de ses côtes. Une femme entra dans la chambre et demanda « Où est Meta ?» C'était Gladys, la mère de Meta, en pantalon kaki et blouse blanche, dont l'énergie obstinée envahit la pièce. « Où est ?» Avant que Brad ait pu parler, quelqu'un sur sa droite se chargea de répondre. Elle est partie chercher du café à la cafétéria. C'était Buddy, le mari de Gladys. Jusque-là, il n'avait rien dit. Peut-être s'était-il assoupi sur sa chaise. Cet homme sérieux et austère était vieux, bien plus que sa femme, et chauve, avec des touffes de cheveux gris qui lui poussaient au-dessus des oreilles. Buddy le despote, sans pote. Brad n'eut pas le temps d'assimiler ce que venait de dire son beau-père. Meta apparut sur le pas de la porte, derrière sa mère. Elle tenait un plateau en carton sur lequel étaient posées 3 tasses de polystyrène à bouchon de plastique. Elle écarquilla les yeux. « Oh !» fit-elle. « Brad !» Gladys se tourna. « Oh mon Dieu !» Meta posa le plateau sur une commode et vint vers lui. Elle avait les larmes aux yeux et le sourire aux lèvres. Brad se sentait léger, comme de la poussière, confus, décalé. N'était-ce pas Meta, d'habitude, qui était dans un lit d'hôpital? N'était-ce pas lui, qui lui rendait visite, prenait soin d'elle, de son amoureuse, terrifiée? « Où étais-tu passé ?» demanda-t-elle en riant et en lui passant la main dans les cheveux. N'était-ce pas lui qui posait cette question d'habitude? Meta lui apprit qu'il était resté inconscient pendant 2 jours. Ils réfléchirent à la question, ou plutôt, firent leur possible pour comprendre ce qui était arrivé. Lorsque le shérif du comté de Wayne passa à l'hôpital, Brad et Meta lui racontèrent ce qu'ils se rappelaient. C'était un malabar au visage large et à la moustache mélancolique. Il était lent, avait l'allure solennelle et stoïque, comme s'il avait connu trop d'histoires qui s'étaient mal terminées. Il se présenta en retirant son chapeau. « Monsieur et Madame Phelps, je m'appelle Del Winslow et je suis le shérif de cette région. Désolé pour votre mésaventure. » Sur ce, il approcha une chaise et sortit un petit carnet de notes et un stylo-bille de sa poche de poitrine. Il leur dit ce qu'ils savaient déjà. Un gars du coin du nom de Gary Birch revenait d'une visite à Old Creek, où habitait son ex-épouse, lorsqu'il avait aperçu une femme sur la route.
Il s'était arrêté, était descendu de voiture. Il avait vu qu'elle saignait, avait vu du sang sur son visage, sa blouse. Et en arrivant à son niveau, il avait remarqué la Ford Ranger couchée sur le flanc, à une 50aine de mètres de la route. Il n'y avait pas besoin d'être doué en déduction pour comprendre ce qui s'était passé. Cette femme avait retourné son pick-up. Sous le choc, elle était incapable d'émettre un son. Gary lui avait demandé d'attendre, puis était allé regarder la Ranger pour s'assurer qu'il n'y avait pas de fuite d'essence et avait pris les clés sur le contact. Il n'avait vu personne d'autre, mais n'avait pas cherché. C'était stupide, mais cela ne lui était même pas passé par la tête. Il était pressé d'emmener la femme à l'hôpital de Silo. Il n'avait aucun moyen de savoir si elle n'allait pas lui claquer dans les pattes. Ces choses-là arrivaient parfois. Le père de Gary, qui avait fait la guerre du Vietnam, lui avait raconté des anecdotes à ce sujet. Un gars avait même réussi à dire « Je vais bien », alors qu'il n'était plus qu'une tête sans corps. Mais cette anecdote n'était peut-être qu'une invention. Il s'avéra que Meta n'avait aucune blessure grave. Elle ne se rappelait rien concernant l'accident, ni les guêpes dans le pick-up, ni le fait que Gary se fût arrêté et l'eût emmené à l'hôpital. Au bout d'un certain temps, aux urgences, elle s'était mise à hurler le nom de Brad. Et Eunice Wells, une infirmière qui travaillait dans ce service depuis une 20aine d'années, avait fait le rapprochement. Elle avait téléphoné au shérif Winslow et beuglé pour faire venir Gary Birch dans la salle d'attente. C'est Eunice Wells, avait-elle annoncé à Winslow. Gary Birch vient de nous amener une femme blessée. Elle l'a trouvée sur la vieille route 9. Elle avait retourné son pick-up. Apparemment, il y aurait quelqu'un d'autre qui serait resté là-bas. Je vais vous passer Gary, qui va vous dire exactement où aller. Ce qu'avait fait Gary. Winslow avait trouvé Brad allongé sur le côté de la route, monticule noir, aussi inerte qu'un animal écrasé la veille, près d'un créosotier. Ça aurait pu être un cerf écrasé ou un sac de détritus tombé du plateau d'une camionnette en provenance de la décharge d'Old Creek. Winslow ne l'aurait sans doute pas remarqué s'il n'avait pas su où chercher. Brad l'interrogea sur les seins de guêpe. Était-ce un phénomène courant dans les parages? Brad crut voir un éclat fugitif dans le regard de Winslow. Le shérif ferma les yeux et lorsqu'il les rouvrit, l'éclat avait disparu. Winslow avait juste l'air fatigué. Comment voulez-vous expliquer le comportement d'un insecte? Je n'ai jamais entendu dire que quelqu'un avait traversé un essaim de guêpes, mais de termites, oui. Et les sauterelles sortent parfois de nulle part, comme une plaie. Il haussa les épaules. Si j'étais vous, je remercierais le bon Dieu d'être en vie et je passerais à autre chose. Un bon conseil, mais difficile à suivre. Brad resta encore 4 jours à l'hôpital avec une perception floue du passage du temps. Les infirmières qui allaient et venaient dans sa chambre, Meta qui restait assise à son chevet et prenait parfois la main de son mari entre les siennes. Il se réveillait avec l'impression de tomber dans de l'eau glacée. Son cœur se serrait comme un poing. Ses cauchemars lui laissaient un sentiment au goût de cuivre dans le fond de la gorge. Il ne gardait aucun souvenir de ses rêves, sinon une impression d'amoindrissement, de désespoir. Baissant les yeux, il voyait sa main dans la main de quelqu'un d'autre, puis son regard gravissait la route. Partant de cette main, remontant le long du bras jusqu'à l'épaule, au cou, à ce joli visage. Et il mettait de longues secondes désagréables à comprendre qu'il regardait sa femme, Meta. Il avait toujours été capable de la trouver où qu'elle fût dans ce monde, mais ne sentait plus sa présence, alors qu'elle était assise à côté de lui et lui tenait la main. Il ne lui parla pas de ce problème, cela l'effrayait trop. Cet état de désorientation, se disait-il, pouvait être la conséquence des antidouleurs qu'on lui administrait. Et quand leur effet s'estomperait, il retrouverait sa perception du poids spirituel de son aimé, la certitude qu'elle représentait dans ce monde à lui. La veille du jour où il devait sortir de l'hôpital, un homme flétri à la barbe grise taillée de près vint lui rendre visite. Il portait une chemise bleue, un pantalon brun clair et un blouson de sport marron.
Il avait le teint pâle et l'air malade. Il arborait des lunettes à l'épaisse monture noire, des lunettes qu'un homme plus jeune aurait portées par moquerie ou pour faire rire. Et il se présenta, ce à quoi Brad répondit « Alors, comment vais-je? Je sors toujours demain ?» Le visiteur intrigué fronça les sourcils. « Je ne... » commença-t-il, avant de comprendre son erreur. « Je suis désolé, je ne suis pas docteur en médecine. Voilà ce qui arrive quand on se présente comme un docteur dans un hôpital. J'ai un doctorat, j'ai enseigné à Baylor, mais je suis à la retraite maintenant. » Ce fut le tour de Brad de donner sa langue au chat. Le docteur Michael Parkington se présenta de chef. Il expliqua qu'il écrivait un livre sur le désert et était à la recherche d'anecdotes inhabituelles. Il avait entendu dire que Brad avait eu maille à partir avec un essaim de guêpes et se demandait s'il voudrait bien lui en parler. Brad n'avait rien de mieux à faire. Meta, qui raccompagnait ses parents à l'aéroport, ne serait pas de retour avant plusieurs heures et était intrigué par ce que cet homme pourrait lui dire. Parkington lui demanda la permission d'enregistrer ses souvenirs de l'accident. Brad faillit refuser, ce qui aurait bien sûr été irrationnel. Mais il aurait préféré pouvoir discuter librement. Un jour, il avait entendu un enregistrement de sa voix qui lui avait paru fluette, géniarde. Néanmoins, il répondit « Pas de problème ». Le professeur alluma un petit appareil de la taille d'un téléphone portable. Brad lui raconta tout ce dont il se souvenait et termina en disant « Je crois que j'ai eu le tournis alors que j'étais sur la route et que je suis tombé dans les vapes. »« Combien de piqûres avez-vous reçues ?» demanda Parkington. Brad haussa les épaules. « 5 ou 6 peut-être, je ne sais pas. Pas facile de garder le compte tout en passant à travers un pare-brise. » Parkington sourit tristement. « Des marques ? Des gonflements, des décolorations ?» Brad regarda son avant-bras, là où il avait vu une guêpe le piquer. Rien. Sa peau était lisse, immaculée. Il leva la main pour se toucher la joue, aucune douleur. D'ailleurs, en se rasant pour la première fois le matin même, il n'avait remarqué ni bosse ni rougeur. Non, dit-il, quelque peu déconcerté. Je n'ai même pas pensé à regarder. Parkington éteignit l'enregistreur et le rangea dans sa poche. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré, monsieur Phelps. Il se leva. Je vous en prie, répondit Brad. Combien de personnes avez-vous interrogé? Le professeur se rassit. Il retira ses lunettes, se frotta le front et remit ses lunettes. Je vous serais reconnaissant de ne rien dire de ma visite au shérif Winslow. Et pourquoi ça? Brad sentit un début de contrariété le gagner. Il aurait mieux fait de se fier à son intuition qui lui avait soufflé de ne pas se laisser enregistrer. Voilà que ce type se montrait circonspect et cherchait à le mêler à quelque intrigue locale. Winslow pense que j'essaie de semer la pagaille. En vérité, il me croit dingue. Ça l'énerverait de savoir que je suis venu. Parkington regarda la porte, comme s'il s'attendait à voir le shérif entrer à ce moment précis. Il prit alors une décision. Brad le comprit à sa manière de redresser le dos et de plisser les paupières. « Je n'ai pas été tout à fait honnête avec vous. » Avoua le professeur. Il se pencha en avant et farfouilla dans sa mallette. « J'ai déjà écrit un livre. » Il le sortit et le donna à Brad. Brad savait reconnaître un livre auto-édité quand il en voyait un. Le titre était écrit dans une police type vieil anglais de couleur vive. « Montagne hantée, l'Atlantide du désert » du docteur Michael Parkington. Des vagues translucides étaient superposées à une photographie de plaine désertique avec des montagnes à l'horizon. Cette composition à l'ordinateur à la fois sombre et criarde heurtait la sensibilité artistique de Brad tout en lui donnant une désagréable impression de dislocation. Brad leva le nez du livre qu'il tenait entre ses mains. « Et qu'avez-vous omis de me dire au juste ?» Parkington opina. «
J'ai omis de vous dire que, après avoir interrogé d'autres personnes confrontées à des phénomènes d'essaims agressifs, je suis arrivé à la conclusion que ces gens n'avaient pas été attaqués. Pas physiquement, en tout cas. Je crois qu'ils ont été victimes d'un dérangement psychique. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que je ne pense pas que vous ayez été attaqué par des guêpes, monsieur Phelps. Je crois que vous avez été victime d'une hallucination provoquée. Brad soupira, dégoûté. Ces dernières semaines, je n'ai pas été au top, mais je suis sûr de ce que j'ai vu. Brad lui tendit son livre, mais Parkington sourit et fit non de la tête. Gardez-le. Peut-être aurez-vous envie de le lire un jour ou l'autre. Vous savez, on n'a pas trouvé une seule guêpe dans votre véhicule, comme je m'y attendais. J'ai décrit pas moins de 5 autres cas de gens attaqués par des essaims et chaque fois, ça s'est produit dans une zone de 800 mètres autour de l'endroit où on vous a retrouvé. Brad ne dit rien. Parkington leva la main, doigts écartés, et plia ces derniers à mesure qu'il évoquait les attaques. Des oiseaux, des chauves-souris, des serpents à sonnettes, des fourmis, et même, ma menace préférée, des papillons de nuit. Dans tous les cas, sauf un, les sujets roulaient sur la route 9 quand ils ont été attaqués. Tous les conducteurs ont dû abandonner leur véhicule après une attaque de chauves-souris, de fourmis volantes, de moineaux ou de phalènes. Et toutes les victimes ont apparemment perdu conscience pendant un temps plus ou moins long. Votre aventure constitue le seul cas de rencontre dangereuse, même si tous les autres auraient pu se solder par un accident mortel. J'ajouterais que si j'ai entendu parler de ces accidents-là, c'est parce que d'autres conducteurs, en traversant cette zone isolée, ont repéré les véhicules abandonnés ou leurs propriétaires désorientés ou à demi conscients et se sont arrêtés pour leur offrir de l'aide. On peut raisonnablement supposer que d'autres personnes ont subi des attaques à des moments où il y avait moins de passages et qu'en reprenant conscience, elles ont fait abstraction de leur drôle d'aventure ou ont tout bonnement repris leur route. Partington ajouta qu'un homme n'était pas en voiture au moment où il avait été attaqué. Un dénommé Charlie Musgrove, qui était à pied lorsqu'il s'était trouvé encerclé par des serpents à sonnettes. Musgrove soutenait qu'il avait reçu 5 ou 6 morsures, mais la prise de sang ne révéla la présence d'aucune toxine, sinon de l'alcool qu'il avait l'habitude d'ingurgiter. « C'est un gars du coin, un alcoolique, sans domicile », expliqua Parkington. « Ce n'est pas un témoin crédible, mais je suis porté à le croire, parce qu'il se trouvait dans les parages des autres accidents signalés et parce que son histoire est cohérente dans ce contexte. » Parkington poursuivit en précisant que pour toutes les attaques sans exception, on n'avait retrouvé aucune trace des animaux incriminés, ni oiseaux, ni chauves-souris, ni serpents, ni fourmis, ni papillons. Et dans le cas des oiseaux, la conductrice n'en démordait pas. Ils avaient volé en tous sens dans l'habitacle en se cognant sur les vitres, des plumes étaient tombées dans sa voiture. Il y avait eu beaucoup de victimes. Aussi aurait-on pu penser qu'une enquête, même très sommaire, aurait permis de rassembler des preuves pour corroborer ses dires. On n'avait rien trouvé. Je suppose que le shérif ne vous a pas parlé de tout ça. Non, en effet, répondit Brad. Sans doute parce que c'est un professionnel et qu'il sait que son boulot ne consiste pas à partager des théories bizarroïdes avec quelqu'un qui vient de sortir traumatisé d'un accident qui a failli lui coûter la vie. Bon, je sens que mes médicaments commencent à faire effet, alors je vais fermer les yeux pour dormir un peu. Merci pour le livre. Brad ferma les yeux. Quand il les rouvrit, il faisait nuit dehors et Meta était assise sur une chaise. Le livre était posé sur ses cuisses. Elle leva la tête et sourit. Il est dit dans ce livre qu'à l'âge permien, toute la région était sous la mer. Ça remonte à 250 millions d'années. Qui t'a donné ce livre ? Le vieux marin de Coleridge, répondit Brad.
Ils regagnèrent Austin à bord d'une Honda Accord de location. Meta conduisit sur tout le trajet. Brad était toujours emmitouflé dans un demi-brouillard à cause des antidouleurs et portait un plâtre imposant à la jambe gauche. On lui avait montré comment utiliser des béquilles, mais cela ne lui servait pas à grand-chose, étant donné l'état désastreux de sa cage thoracique. La chaise roulante, qui constituerait son principal moyen de locomotion pour les 6 semaines à venir, était pliée dans le coffre. Une fois rentré chez lui, Brad appela ses amis et sa famille. Il se lassa vite de raconter ses mésaventures et regarda d'un œil sombre les prochaines semaines de convalescence. Il y eut néanmoins une bonne nouvelle. Il accompagna Meta à un rendez-vous chez son oncologue, qui eut le plaisir de lui révéler que tous les tests étaient négatifs. Il n'y avait plus de traces du cancer qui court-circuitait leur vie depuis 1 an et demi. Ce soir-là, ils fêtèrent cela en buvant du champagne et en faisant l'amour. Sur ce dernier point, le succès n'avait pas été tout à fait au rendez-vous. Brad était persuadé qu'un orgasme le tuerait. Le besoin de sa femme aurait raison de quelque organe indispensable à sa survie. Cette pensée le priva d'érection. Mais paradoxalement, l'absence d'orgasme fut un grand soulagement, comme s'il avait frôlé la mort. Aussi ne rangea-t-il pas cette expérience parmi les pires de sa vie. Cependant, elle n'augurait rien de bon pour sa future vie érotique. Brad appela son travail et fut obligé de parler à l'insupportable Kent, créature totalement insincère, ambitieuse et féroce, qui l'assura qu'il pouvait prendre autant de temps que sa convalescence l'exigerait. « Je te couvre, mon vieux Brad, » dit-il, ce qui ne fit rien pour réjouir son interlocuteur. Cependant, Brad n'était pas pressé de retourner travailler. Cela lui faisait penser à quelque vague activité ésotérique, au rituel d'une étrange religion en laquelle il ne croyait plus depuis longtemps. Comme il avait tout son temps, Brad lut le livre de Parkington, « Montagne hantée, l'Atlantide du désert ». Le gros de l'ouvrage, après que son auteur eut soutenu de façon peu convaincante que l'Atlantide avait sombré près de la ville de Silo, présentait les histoires habituelles sur la civilisation perdue. La seule partie intéressante, voire passionnante, si l'on en considérait la portée, était le chapitre où Parkington révélait que son propre père, avocat et paléontologue amateur, avait rencontré une entité, c'était le terme de son père, alors qu'il campait dans les montagnes non loin de Silo. Le père de Parkington avait décrit l'étrange créature comme une manifestation vestigiale et avait entrepris d'écrire un livre sur cette rencontre. Il pensait qu'une enclave extraterrestre était installée sous les montagnes, bien que dormante, le moment venu, elle transformerait le monde. Le père de l'auteur avait disparu en 1977, après que son état mental avait soudainement décliné, le plongeant dans la paranoïa hallucinatoire et la haine fervente, mais aussi la crainte de la doctrine chrétienne. Il était entré à plusieurs reprises dans l'une des nombreuses églises de Silo pendant la messe du dimanche matin, échevelé, l'œil fou, pour implorer le prêtre et les paroissiens de l'écouter et d'accepter que la seule chose qui les entendait était monstrueuse et indifférente aux prières. Sa diatribe était en grande partie prononcée dans une langue étrangère. On l'envoya par 2 fois à l'asile, mais il n'y resta jamais bien longtemps, car après une brève période d'internement, il redevenait remarquablement calme et rationnel. Avant de disparaître, il laissa à son fils une lettre, à propos de laquelle Parkington écrivait « Je l'ai détruite, après l'avoir lue, ou pour être plus précis, après en avoir lu autant que je le pouvais, sans devenir fou. » C'est cette partie du livre qui parla le plus à Brad, car elle justifiait les efforts de l'auteur pour trouver une explication aux dernières années de son père. Le livre que Brad avait entre les mains était le témoignage d'une pathologie courant sur 2 générations, et en tant que tel s'avérait plus triste et plus profond que ne le suggérait initialement le cliché sensationnel qui lui servait de sujet. Comme l'ouvrage ne mentionnait pas les attaques d'animaux, Brad supposa qu'il s'agissait d'un phénomène plus récent.
La santé de Brad s'améliora, au point qu'il cessa d'utiliser la chaise roulante. On lui retira son plâtre et on protégea ses côtes dans une cage en fibre de verre qui, en plus d'être plus flexible, lui permettait de se doucher. Avec l'aide d'une canne, il n'avait jamais réussi à se servir des béquilles, incapable de prendre au sérieux ce moyen de locomotion contre nature. Il arrivait à se rendre dans la cuisine et à regagner sa chambre en boitillant. Tout d'abord, cela l'épuisa. Puis il récupéra progressivement son endurance et sa volonté. Il avait amplement le temps de méditer, car Meta, à sa demande, avait repris son travail de bibliothécaire à l'université du Texas. Le soir, elle lui racontait sa journée. Sa voix était la seule fenêtre de Brad sur le vaste monde. Il s'aperçut qu'il avait du mal à rester concentré sur ce qu'elle disait. Son esprit, son cœur étaient occupés à autre chose. Il attendait chaque jour, chaque heure, chaque seconde, le moment où il sentirait de nouveau la présence de sa femme. Depuis l'accident, elle était invisible et opaque. Malgré leur définition paradoxale, les deux mots la décrivaient. Quand il ne la voyait pas, c'était un fantôme dans son esprit. Sa boussole psychique ne lui permettait plus de la trouver. Elle aurait pu être n'importe où, faire n'importe quoi. Et il l'imaginait d'ailleurs dans des lieux les plus étranges. Recroquevillé dans un sèche-linge, parmi les serviettes chaudes, pendu, la tête à l'envers, dans un placard. Souriant, les grands yeux ouverts, immergés dans leur baignoire à l'étage. Et quand elle était devant lui, il ne la reconnaissait pas. Elle avait l'air de l'étudier avec un intérêt froid, sans sentiment d'attachement. Jusqu'à sa voix, qui avait changé, Brad en arriva à s'étonner du talent avec lequel cette femme imitait les sons de son épouse. Seules certaines résonances relevant du domaine de l'âme lui étaient inaccessibles. Il aurait dû avoir peur, mais ce n'était pas le cas. Ou plus exactement, ce n'était pas le cas jusqu'à ce qu'il reçoive un coup de fil du shérif Winslow, l'informant que Michael Parkington avait quitté Silo brusquement sans prévenir. Comme il n'en avait rien dit à personne, la date de son départ était incertaine. C'est seulement le 1er du mois, lorsqu'il ne s'était pas présenté pour payer son loyer, que l'on, autrement dit son propriétaire, avait commencé à s'intéresser à son absence. Brad se demanda pourquoi on l'appelait, puisqu'il n'avait rencontré cet homme qu'une seule fois, mais le shérif anticipa sans doute la question, car il y répondit avant même que Brad l'eût posée. « Si je vous appelle, c'est parce que nous ignorons s'il est vivant, et parce qu'il pourrait être dangereux. » Winslow expliqua qu'en entrant dans l'appartement de Parkington, on était tout de suite tombé sur un mur de photographies et de coupures de journaux. Et bien que l'on n'eût pas encore trouvé le moindre rapport entre cette découverte et la disparition du professeur, l'enquête avait mis au jour un lien intéressant et inquiétant entre 4 personnes, une femme et 3 hommes. Ces gens avaient tous fait l'objet d'articles dans leurs journaux locaux, des journaux de Newark, El Paso, Phoenix, Santa Fe. Et avant d'apparaître dans les 10 articles, avaient été interrogés par le docteur Parkington. Nous avons aussi trouvé un petit enregistreur numérique et nous avons écouté votre entretien. Je ne vois toujours pas pourquoi vous m'appelez, répliqua Brad. Cette fois encore, il s'en voulut un peu d'avoir autorisé Parkington à l'enregistrer. Ces articles de journaux portent sur des gens qui ont disparu. Il s'agit des gens que Parkington a interrogés. Comme ils ont tous disparu 1 à 4 mois après l'entretien, et puisqu'il a pris la peine de chercher ces coupures et de les coller sur son mur, il est probable que ces disparitions soient liées d'une façon ou d'une autre à Parkington. J'ai donc préféré vous appeler pour vous prévenir au cas où il viendrait frapper à votre porte. Il vaudrait peut-être mieux ne pas lui ouvrir. Vous pensez qu'il les a tués? Brad avait du mal à imaginer Parkington un meurtrier. Moi, je ne sais pas quoi penser. Et vous? Brad non plus. Mais il promit d'appeler Winslow si Parkington se montrait à Austin. Après avoir accroché, il alla se chercher une bière au réfrigérateur
Il en but la moitié et décida d'appeler Meta à son travail. « Elle est partie tôt aujourd'hui ?» lui répondit-on. « Il y a 2 heures, je pense. » Brad s'assit sur une chaise dans la cuisine et termina sa bière. Il n'avait aucune idée d'où elle pouvait se trouver. Enfin si, il s'aperçut qu'il le savait. Pas de la même façon qu'avant, ce sens magique désormais disparu, et donc précieux, mais avec la froide logique qui l'avait remplacé. Elle était en route pour Silo, la ville où tout s'était dégradé et où, à présent, quelque force maudite l'attendait. Il partit sur le champ la rejoindre, s'arrêtant tous les 150 km environ pour vider sa vessie, prendre de l'essence et se ravitailler, principalement en bière et en casse-croûte. Il n'était pas prêt pour un tel voyage car il n'avait pas encore pleinement récupéré de son accident et était émotionnellement épuisé par la trahison de Meta, par le fait qu'elle eût fui son amour pour aller chercher protection dans les bras de quelques monstrueux Casanova d'Atlantide. Et oui, il admettait maintenant qu'il croyait aux histoires à dormir debout de Parkington, et sans la moindre difficulté. Il y avait quelque chose dans ces montagnes, sous ces montagnes, qui avait tendu le bras pour détruire son mariage et traîner Meta vers son repère. Mais il était fatigué et ne serait bon à rien s'il ne prenait pas de repos. Aussi, à minuit passé, à des kilomètres du matin, il s'arrêta sur une aire d'autoroute, coupa le moteur et dormit. Lorsqu'il se réveilla, le soleil était levé, et l'après-midi touchait à sa fin quand il arriva dans la grande rue de Silo. C'était une ville maigre, qui n'était pas portée sur les chichis, une ville saturée sous le poids du soleil, au trottoir fissuré par les années, avec 2 vieux sur un banc, devant le restaurant chez Roy, la bibliothèque municipale juste à côté, puis un salon de coiffure pour hommes, le Carly's Creek Hair. Brad se gara devant un bar, le B&J, ce qui, il l'avait appris en y mangeant avec Meta lors d'une sortie thérapeutique alors qu'il était encore à l'hôpital, signifiait bar et grill, humour, minimaliste ou absence d'humour pur et simple. Brad ne buvait pas, et les conséquences de ses excès de la veille commençaient à se faire sentir. Il entra donc au B&J et alla s'asseoir au bar. Il commanda une bière et un sandwich à l'œuf au plat à la barmaid, une femme d'âge mûr à la couleur de cheveux indécise et arborant sur l'épaule un tatouage représentant un cœur sur lequel était écrit « Dwayne ». Sous le cœur, une main nettement moins experte avait ajouté « Est un con ». Brad le trouva triste, ce tatouage. Il pensa à l'entropie inhérente à toutes les relations et commanda une autre bière. Il réfléchit à un plan d'action. Il s'aperçut qu'il n'en avait pas. La certitude qui l'avait mené jusque-là avait perdu de sa force au fil des kilomètres, le laissant paniquer avec un sentiment d'abandon. Qui connaissait-il en ville ? Personne, enfin si, le shérif. Mais que pourrait-il lui dire ? Rien de pertinent. Il passerait pour un fou. Suis-je fou ? Se demanda-t-il. Mais c'était la vérité qui était folle. Et comment aurait-il pu ne pas l'irradier, ne pas souiller sa santé mentale ? La barmaid le coupa en pleine méditation lorsqu'elle beugla. « Masky, Masky, réveille-toi. Allez, j'ai 2 bières pour toi si tu ne sors pas des poubelles. » Elle était penchée sur un homme qu'elle secouait par les épaules. Il bougea, puis il leva la tête comme un très vieux limier flairant un lapin. « Les poubelles ?» répéta-t-il. C'était un barbu au visage grêlé, aux paupières lourdes, aux yeux tachés de jaune, la même couleur que les murs du bar saturés de fumée. Il dormait dans un box niché dans un coin de l'établissement. Les seuls autres clients étaient un couple de personnes âgées qui dansaient sur des sons métalliques émanant du jukebox, le genre de musique que l'on pourrait produire avec un peigne et une feuille de papier paraffiné. Brad regarda l'homme passer devant le comptoir, puis sortit d'un pas lourd par une porte qui devait donner sur la ruelle de derrière. Brad appela la barmaid. Quand elle arriva, il lui demanda qui était l'homme à qui elle avait parlé. « Le vieux Musky, voulait dire. »
Elle paraissait quelque peu incrédule, quelque peu soupçonneuse. « Muskie ?»« C'est son nom. C'est comme ça qu'on l'appelle, oui. Pourquoi vous demandez ça ?» Brad hésita. Il me rappelait quelqu'un dont j'ai entendu parler récemment, mais je crois que cette personne s'appelait Charlie. Il n'y a plus personne qui l'appelle comme ça, mais c'était bien son nom enfant, né Charlie Musgrove, la prunelle des yeux de sa maman. Avenir prometteur et tout. Vous n'allez pas me croire, parce que maintenant, il a l'air d'avoir 100 ans. Mais on a été au lycée ensemble. Et que lui est-il arrivé? Des merdes. C'est pas ce que disent les autocollants à l'arrière des voitures. Les merdes de la vie. Il a tellement bu que la seule perspective qui lui restait, c'était de continuer de boire. Elle se recula et plissa les yeux. « Pourquoi vous me questionnez sur Muskie? En quoi ça vous regarde ?» Brad lui expliqua en commençant par les guêpes qu'il avait attaquées, sa femme et lui, dans le désert. Il évita de parler de l'Atlantide sous les montagnes et du vol de l'âme de sa femme par une entité extraterrestre, mais précisa en quoi Charlie Musgrove était lié à ce récit. « Des serpents à sonnette ?» s'exclama la barmaid. « Vous voulez que ce vieux Charlie vous parle des serpents à sonnette ?»« Oui, répondit Brad, qui préférerait ne pas lui expliquer en détail ce qu'il désirait vraiment. On a sacrément du mal à faire qu'il la boucle sur le sujet. Vous le ferez parler sans problème. Si vous prononcez les mots magiques, vous allez en avoir pour votre argent, je vous le garantis. »« Et c'est quoi les mots magiques ? Je peux vous payer une bière ?» répondit-elle. « Tournez ici, » dit Muskie. Il suivait les méandres d'une route qui menait dans les montagnes. La voiture était inclinée vers le haut, comme s'il se rendait dans les étoiles. Muskie but une gorgée de bière au goulot et recommença à chanter. Couché dans une mangeoire, faute d'un vrai couffin, le petit Jésus regretterait de ne pas avoir été défunt. Brad n'avait eu aucun mal à amener Muskie, qui n'avait tout d'abord pas réagi quand il lui avait dit « Charles Musgrove ?» à lui raconter son histoire de serpents à sonnette. De plus, Muskie avait eu des choses à dire sur Michael Parkington. Il m'a dit que j'avais pas vraiment vu de serpents et que je les avais hallucinés. Je lui ai dit que j'avais lu son livre débile. Oui, j'ai trouvé un exemplaire dans une benne à ordures. L'avait dédicacé à Cindy Lou avec son numéro de portable. Mais j'ai pas l'impression que ça a marché. Il y avait plein de conneries dans son bouquin. Des trucs sur l'Atlantide. Vous ne croyez pas qu'il y a une entité étrangère dans ces montagnes? Muskie termina sa bière et jeta la bouteille vide par la fenêtre. En entendant le verre éclater, Brad, l'écologiste, grimaça. « Oh, il y a quelque chose de terrible et d'ancien dans ces montagnes. Mon grand-père le savait bien et disait qu'il avait vu ces choses manger une chèvre, et en leur tournant comme un gant, et en la léchant jusqu'à ce qu'il reste rien. Il disait que c'était un dieu d'un autre monde, plus vieux que le nôtre. Il l'appelait Thoth. Beaucoup de gens en ont entendu parler dans le coin, mais ils n'aiment pas aborder le sujet. » Il ouvrit une autre bouteille et commença à la boire. « Enfin bref, moi, je crois que ces serpents étaient bien réels. » Il roulait K1K sur la route bordée de rochers irréguliers, silhouettes défiant la gravité, toutes noires et déchiquetées ou à moitié effacées par la vive lumière sautillante des phares. « C'est bon, » fit Muskie. « Arrêtez-vous !» Brad s'exécuta. Muskie descendit immédiatement de voiture, bouteille à la main. Il tangua dangereusement, mais se redressa vite, non sans continuer de tituber. Brad coupa le moteur, rangea la clé dans sa poche et sortit à son tour. Il suivit Muskie qui marchait d'un pas rapide. Peut-être trouvait-il cette aventure revigorante. La pente se fit plus marquée, la végétation disparut. On aurait cru un paysage lunaire. Brad se dit qu'il n'allait pas tarder à marcher à quatre pattes. Soudain le sol s'aplanit. Il vit Muskie s'arrêter devant lui, dos voûté, ses cheveux gris et sales, agités par la brise. « Il y en a qui payeraient cher pour voir ça, » dit-il sans se retourner. Brad le rejoignit et regarda en contrebas depuis le plateau rocheux sur lequel il se tenait. Sous eux, un gigantesque creux éblouissant s'étendait à la fois vers le bas et au loin une cuvette nacrée. Un paradis pour skateur.
Imaginez une antenne satellite géante de plusieurs kilomètres de diamètre enfoncée dans la pierre. Non, ce n'était comparable à rien d'existant. Brad savait qu'il ne serait jamais capable de décrire cet endroit. Il sentit une braise pointue s'enfoncer dans sa peau, juste au-dessus de l'œil droit. Il leva vivement la main et écrasa l'insecte d'une claque. Puis il ouvrit le poing et contempla la guêpe au creux de sa paume. Son corps broyé tremblait. La vibration s'accéléra en émettant un vrombissement aigu. L'animal explosa dans un éclat violet dont l'image resta imprimée dans l'esprit de Brad, si bien que, lorsqu'il se tourna vers la voix de Muskie, le visage de ce dernier était éclipsé par un nuage coloré. « Je les emmène toujours jusqu'ici, » disait Muskie. « Todd les appelle et moi, je les accompagne pour le dernier tour de piste. »« Vous avez emmené ma femme ici ?» demanda Brad. Non, juste vous. Elle n'était pas appétissante. Elle avait les produits chimiques en elle, et ça l'a changé. Ça l'aurait pas fait. Mais vous savez, je suis pas dans le secret des dieux, j'ai juste ma petite idée de temps en temps. Je crois que votre femme était comme empoisonnée, alors il n'a pas fait joujou avec elle. Mais il l'a changée, cria Brad. Furieux, il avait envie de tuer cet homme qui avait trahi ses semblables. Mais il n'était pas intéressé. Le portable de Brad sonna. « On capte bien ici », remarqua Muskie. Brad extirpa son téléphone de sa poche et l'ouvrit. « Allô ? Brad ? Meta ? Où es-tu, chérie ? Il y a un bout de temps que j'essaie de te joindre. J'étais folle d'inquiétude. J'ai appelé la police, j'ai même appelé le shérif Winslow, même si j'ignore pourquoi. » Brad vit qu'elle était dans leur cuisine, qu'elle tenait le combiné du téléphone mural contre son oreille. Elle avait les yeux rouges, gonflés par les larmes. Il la voyait aussi nettement que si elle s'était tenue devant lui. Il aurait pu compter les taches de rousseur sur ses joues. Ses larmes, la rougeur de ses joues, l'accélération de son cœur, il voyait tout cela, voyait son système vasculaire illogique, la créature éphémère et faillible, fruit des hasards du temps. Brad était conscient que son téléphone lui avait échappé, était tombé sur la corniche de pierre. Puis, dans le gouffre lumineux, il se pencha pour suivre sa chute du regard. Quelque chose bougeait au fond de l'abîme, brillant. Une forme noire, insectoïde, parcourue de soubresauts. Et tout en se tortillant, cette forme grandissait, devenait plus spectaculairement vivante, mais d'une façon que l'œil humain ne pouvait appréhender. Des appendices apparaissaient et disparaissaient, et chaque fois la créature croissait. Et Brad sentait monter dans son esprit sa féroce intelligence, sa délirante volonté, ses désirs insolites et implacables. Il ressentait une joie monstrueuse, une noire révélation. Follement pressé d'embrasser son destin, il se jeta dans la corniche et tomba vers le père de tous les univers, où rien ne se perdait, où tout était dévoré. Usurpation est une nouvelle de William Browning Spencer. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.